Par la quantité des forces navales, terrestres et aériennes déployées, le débarquement est la plus importante action combinée de tous les temps. Mais avant de lancer troupes et matériel à l'assaut des côtes normandes, il a fallu leur faire franchir l'océan, et donc garder ouvertes les routes maritimes de l'Atlantique Nord. C'est depuis Liverpool que le commandement allié a mené la bataille de l'Atlantique, contre la Kriegsmarine, et en particulier contre les U-boats, les redoutables sous-marins allemands. Nous sommes au quartier général du commandement de la zone maritime ouest, à Liverpool. C'est d'ici que la bataille de l'Atlantique a été dirigée, jour et nuit, de 1941 jusqu'à la fin, en mai 1945. Le champ de bataille, c'est l'Atlantique Nord, 50 millions de kilomètres carrés. L'enjeu, c'est de garder ouvertes les routes maritimes, de permettre aux navires marchands de traverser en dépit des sous-marins allemands. Les gens se sont focalisés sur le 6 juin 1944. C'est vrai que c'était une réussite considérable que de faire débarquer environ 100 000 soldats en une journée. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, à la fin du mois de juin, il y en avait 1 million. Il faut aussi prendre en compte tout l'équipement dont ces soldats avaient besoin. Fusils, armes lourdes, véhicules, munitions, carburant, nourriture, etc. Et tout ça devait être prêt en Grande-Bretagne, en gros, au début du mois de juin. C'est là que la bataille de l'Atlantique entre en jeu, parce que la seule façon d'amener tout ça, c'était par mer. L'autre condition sine qua non pour que le débarquement soit un succès, c'est la désinformation. Les Alliés vont mettre en place une vaste campagne d'intoxication baptisée Fortitude, destinée à faire passer l'opération en Normandie pour une simple diversion avant un débarquement véritable plus à l'est, dans le Pas-de-Calais. Mais pour remporter ces deux batailles, l'Atlantique et la désinformation, il a fallu d'abord en gagner une troisième. Une guerre théorique dont l'essentiel s'est déroulé dans une petite ville au nord de Londres appelée Bletchley. Une autre guerre s'est jouée ici, loin des champs de bataille. Une guerre dont l'objet était de casser les codes allemands et japonais. Dans ce manoir victorien désuet et ses baraquements construits à la hâte, une véritable industrie de déchiffrement va voir le jour, qui emploiera jusqu'à 9000 personnes à la fin de la guerre. Bletchley Park a été le théâtre de la plus incroyable opération de décryptage de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois, et peut-être la dernière, que l'un des camps a eu potentiellement accès à toutes les communications militaires secrètes de l'adversaire. Ici, à Bletchley Park, la quantité de détails et d'informations qu'ils ont réussi à obtenir à partir des messages codés allemands est absolument stupéfiante. Aujourd'hui, Bletchley Park est devenu un musée consacré à la guerre des codes, à ses machines et à ses héros. On y rencontre partout les traces d'Alan Turing. De son ancien bureau à son ours en peluche, en passant par sa statue. Mais pour comprendre le rôle central qu'il a joué dans cette entreprise, il faut s'intéresser d'abord à ses idées. Des idées qui, au beau milieu des années 30, ont quelques décennies d'avance sur le reste du monde. Nous voici à Cambridge, l'une des grandes villes universitaires d'Angleterre. C'est là que Turing a fait ses études, et plus précisément ici, à King's College. Au début des années 30, Turing y est un simple étudiant.
Il est timide, un peu gauche, sans doute intimidé par ce sanctuaire de l'excellence et de la distinction britannique, dont le décor et les traditions n'ont pas bougé depuis des siècles. Plutôt plus à l'aise avec les chiffres qu'avec ses contemporains, il observe le monde qui l'entoure avec un goût certain pour le second degré. Je vois les gens comme un ensemble couleur rose de données caractéristiques. Mais dès ses années de lycée, il se pose aussi des questions fondamentales. Je pensais autrefois possible que l'esprit s'en aille après la mort, dans un univers entièrement séparé du nôtre. Mais je considère maintenant qu'esprit et matière sont tellement connectés que ce serait une contradiction dans les termes. Qu'est-ce que l'esprit? Quelle est sa relation avec la matière? Est-ce que ce sont deux choses différentes qu'on peut séparer l'une de l'autre? Ou est-ce qu'elles sont en fait une seule et même chose? Est-ce que l'esprit est simplement une machine? Ces questions ont fasciné Turing toute sa vie. En 1935, il rencontre un problème abstrait qui va modifier considérablement le cours de son existence. Turing assistait à des cours magistraux à St. John's College sur les fondements des mathématiques. Hilbert était un mathématicien allemand renommé. C'était le pape des mathématiques à l'époque. Et dans les années 20, il avait posé un problème absolument essentiel pour les fondements des mathématiques, le problème de la décision. Dans l'idée de David Hilbert, tout problème mathématique a une solution. Et le Graal des mathématiciens est de découvrir une méthode strictement définie, une recette, qui permettrait de reconnaître à coup sûr une proposition vraie d'une proposition fausse. Turing a travaillé d'une manière qui ne serait pas du tout recommandée à des jeunes scientifiques, ni à son époque, ni aujourd'hui. Il s'est plongé dans ce problème sans lire la littérature des logiciens préexistants. Il a attaqué le problème directement en imaginant, en inventant sa propre méthode. Il réfléchit en pratiquant un sport qui deviendra bientôt une obsession, la course à pied. Existe-t-il une recette comme celle que réclame Hilbert? Il faudrait une méthode infaillible qu'il suffirait d'appliquer systématiquement, sans initiative ni intelligence. En fait, il faudrait qu'une machine puisse le faire. Turing invente donc un appareil imaginaire composé d'un ruban de papier infini et d'un pointeur qui peut y écrire et y effacer des signes. Plus qu'une machine physique, c'est une idée qui peut prendre toutes sortes de formes. Des étudiants de l'ENS Lyon ont construit la leur en Lego. S'il a eu l'idée d'une machine, c'est parce que, contrairement à beaucoup de mathématiciens, Turing avait une tournure d'esprit qui le portait à se représenter des problèmes abstraits sous une forme de mécanismes logiques qui peuvent être des horloges, des machines à calculer, des expériences de pensée. Personne ne peut imaginer que cette expérience de pensée, cachée au fond d'un article théorique de mathématiques, pose les bases de ce qu'on baptisera informatique 30 ans plus tard. En 1936, ce n'est pas la découverte de Turing qui fait les gros titres. Guerre d'Espagne, Anschluss, l'histoire s'accélère et la guerre se profile, inévitable. Genauso in Berlin, genauso in Hamburg, genauso in Köln. Im ganzen Deutschen Reich ist es nicht anders. Grâce à la radio, les vociférations d'Hitler s'entendent dans l'Europe entière. Depuis la Première Guerre mondiale, les ondes sont aussi devenues un nouveau champ de bataille.
Mouvements de troupes, offensives terrestres, aériennes, maritimes. Les ondes radio transportent les ordres et les contre-ordres, les informations secrètes, les positions des uns et des autres. Utiliser la radio, particulièrement en temps de guerre, vous expose à une interception par l'ennemi. Un moyen de résoudre ce problème était d'utiliser la cryptographie, de coder les messages radio. Bien avant le début de la guerre, la côte anglaise est parsemée de stations d'interception où des milliers d'auxiliaires féminines de l'armée écoutent les communications allemandes et retranscrivent les messages captés en morse. Des messages incompréhensibles, car codés. En matière de code, les Allemands ont développé ce qu'ils considèrent comme une arme absolue. Ils ont remplacé les anciens procédés par une machine baptisée Enigma, qu'on peut configurer de 1000 millions de milliards de façons différentes. Pour casser un seul de ces messages par la force brute, il faut faire tourner un ordinateur d'aujourd'hui pendant 1 an. Turing n'a encore jamais vu de machine Enigma, mais il va bientôt la connaître dans ses moindres détails. Donc, nous avons ici une machine Enigma, une machine de chiffrement à rotor. Le principe de base, c'est que lorsque j'appuie sur une lettre du clavier, cette dernière est transformée en une autre lettre. Par exemple, quand j'appuie sur la touche D, c'est la lampe K qui s'allume. À l'intérieur de la machine, chaque rotor possède un câblage interne qui transforme la lettre entrée en une autre. C'est un D qui arrive dans le premier rotor, mais un R qui en ressort. Le R devient un U, puis un K, et c'est la lettre K qui s'allume sur le boîtier. Évidemment, ce serait un codage beaucoup trop simple si chaque fois que j'appuyais sur la lettre D, c'était le K qui s'allumait. Donc, si j'appuie à nouveau sur le D, c'est une autre lettre qui s'allume, en l'occurrence le U. À chaque fois qu'une lettre est entrée au clavier, l'un au moins des rotors tourne, si bien que le circuit électrique change et aboutit à une autre lettre. Pour décoder un message, il faut connaître la configuration initiale de la machine. Le destinataire du message avait besoin de connaître la position de départ des rotors. Lorsqu'il les avait configurés de la même façon que l'expéditeur, il pouvait alors taper le message codé au clavier et reconstituer ici le message en clair sur le tableau de lampe. C'était l'avantage de cette machine Enigma. Avec les mêmes réglages d'encodage, on pouvait chiffrer et déchiffrer un message. C'était l'idée. Mais comme l'histoire l'a démontré, cette caractéristique s'est avérée le point faible de la machine. En 1938, Turing est aux États-Unis, à Princeton, où il poursuit des recherches fondamentales où il est question d'intuition mathématique. Il voyage, découvre Washington, New York, et commence à s'intéresser à la cryptographie, l'art du codage et du décodage. Il s'est trouvé une sorte de hobby qui le repose des mathématiques sérieuses. Inventer des codes secrets. J'en ai découvert un qui m'a l'air tout à fait impossible à décoder sans la clé, et qui est pourtant très rapide à encoder. Je pourrais sans doute le vendre au gouvernement de Sa Majesté, mais je doute sérieusement de la moralité d'une telle action. On September the 1st, 1939, the Nazi army smashed into Poland. Il ne va retrouver que brièvement le calme de Cambridge. Le 4 septembre 1939, au lendemain de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, il est convoqué à Bletchley Park, où vient de se replier le service des codes de l'armée britannique. Il y découvre un établissement atypique, où la discipline militaire a su s'adapter à des recrues très particulières.
Nous sommes dans la bibliothèque du manoir de Bletchley Park. Le décor est sans doute très semblable à ce qu'il était lorsque Turing est arrivé ici au premier jour de la guerre. L'atmosphère a dû être assez étrange au début. L'un des cryptographes l'a décrite comme plutôt guindée, un peu comme le jour de la rentrée dans une école privée britannique. Une petite trentaine de personnes ont été recrutées. Archéologues, linguistes, champions d'échecs. Il y a même quelques cruciverbistes. Et seulement 2 mathématiciens. Signe que les autorités britanniques perçoivent encore les codes comme un problème plus littéraire que mathématique. Le genre de personnes qui travaillaient ici et qui ont fait le succès de Bletchley Park n'auraient jamais été recrutées par une organisation militaire en Allemagne. Ici, il y avait des homosexuels, des juifs, des anarchistes, des libres penseurs. Et tous ces talents se sont combinés dans ce creuset profane, indépendant et génial qu'a été Bletchley Park. Même dans le petit monde que les cryptologues ont construit au milieu des militaires, Turing ne passe pas inaperçu. Il méprise les conventions sociales qu'il entend passer au crible de la rationalité. Si en été on l'aperçoit affublé d'un masque à gaz, ce n'est pas à cause d'une alerte chimique, mais parce qu'il a décidé de combattre le rhume des foins. Peu à peu, l'organisation de Bletchley Park se met en place. Chaque jour, les opératrices des stations d'interception transcrivent des centaines de messages. Des messages illisibles qui s'accumulent sur les bureaux des cryptologues sans beaucoup de résultats. Les Anglais disposent pourtant d'une réplique exacte de la machine Enigma, transmise par les Polonais quelques semaines avant l'invasion de leur pays. Mais en fait, avoir une machine Enigma n'aidait pas beaucoup à décrypter les messages, parce que le système était conçu pour rester sûr, même si une machine tombait aux mains de l'ennemi. Avec une machine cryptographique, il y a 2 étapes distinctes. Il faut d'abord comprendre le mécanisme de la machine, combien il y a de rotors, comment il fonctionne, etc. Il faut, comme on dit, casser la machine. Et puis la deuxième étape, c'est d'inventer une méthode qui vous permettra de lire quotidiennement les messages interceptés. Et c'était ça le véritable problème. C'est là qu'il fallait faire preuve d'ingéniosité et de génie. Alan Turing va prendre le problème d'Enigma à bras-le-corps et explorer les moindres détails de son fonctionnement. Tandis que les anciens du service des codes sont adeptes du papier quadrillé et du taille-crayon, Turing est persuadé qu'une grande partie des raisonnements produits par l'esprit humain peut être mécanisée. Et si il fallait une machine pour lutter contre une machine ? Jean Valentine a été opératrice sur l'une de ces drôles de machines pendant la Seconde Guerre. 50 ans plus tard, elle est revenue à Bletchley Park, où elle travaille comme guide. Cette machine inventée par Alan Turing s'appelle une bombe, B-O-M-B-E. Elle est conçue pour rechercher la configuration des rotors de la machine Enigma. Ça, c'est l'équivalent de 36 machines Enigma. 1, 2, 3, 12 dans chaque rangée, et 3 fois 2 égale 36. Ces tambours tournent et sont en contact avec le commutateur du tableau arrière. Il y a 4 petites brosses pour chaque lettre. Et chacune de ces petites brosses possède 19 filaments. Ce sont ces brosses qui font la connexion avec le commutateur du tableau arrière. À partir de 1940, les Anglais construisent des bombes
en série. Elles permettent d'explorer systématiquement les millions de configurations possibles de la machine Enigma. Quand la machine s'arrête, des lettres apparaissent sur ces tambours, et ce sont elles qui indiquent la configuration trouvée. On transmettait ces informations par téléphone. Et à l'époque, je ne savais pas du tout où j'appelais. Mais quand je suis devenu guide ici, il y a 15 ans, j'ai découvert que l'information traversait juste l'allée pour aller 10 mètres plus loin. Je ne savais pas où j'appelais, et je suis sûre que ceux qui répondaient ne savaient pas d'où je les appelais, parce qu'ici, le secret était la règle absolue. On ne parlait jamais de notre travail à l'extérieur du bâtiment où on était employé. On n'en parlait à personne, pas même à nos proches, à notre mari, à notre petit ami ou à nos parents. Jamais. On nous avait dit de ne pas en parler, et on n'en parlait pas. Les bombes constituent l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre. Grâce à elles, ce n'est plus un message de temps en temps qui va être décrypté, mais des dizaines de milliers. Les Anglais vont ainsi avoir accès, en vrac, à une foule d'informations. Ordre d'attaque ou de retraite, rapports sur les combats, le moral des troupes ou l'état du matériel, bulletins météo, rapports d'avarie, demandes de renfort, tout ou presque passe par Enigma et arrive, décrypté et traduit sur les bureaux du commandement allié. Mais en plus du rôle joué dans le déroulement de la guerre, c'est aussi la première fois qu'une machine empiète sur le domaine réservé de l'intelligence humaine. Pour un humain, casser un code secret requiert une grande intelligence. Et voilà qu'une machine était soudain capable de faire le travail des cryptologues. D'effectuer une tâche qui, pour un humain, aurait nécessité de l'intelligence. Si on accepte l'idée qu'un cerveau, tel qu'on le trouve chez l'animal, et en particulier chez l'homme, n'est au fond qu'une sorte de machine, alors on doit admettre qu'un ordinateur digital, si on le programme correctement, se comportera exactement comme un cerveau. Mais en cette fin d'été 1940, percer les mystères de la pensée n'est pas la priorité, même pour Turing. Depuis la capitulation française, la Grande-Bretagne est seule face à l'Allemagne. En septembre, c'est le Blitz. La Luftwaffe pilonne l'Angleterre. Londres, Coventry, Plymouth, Birmingham, Liverpool. Les grands centres urbains sont pris pour cible systématiquement et les pertes civiles sont considérables. Grâce aux premières bombes, l'énigma utilisé par la Luftwaffe a été décrypté et la Royal Air Force riposte avec une efficacité grandissante. Mais la bataille, soudain, change de terrain. Puisqu'il ne parvient pas à envahir la Grande-Bretagne, Hitler a décidé de l'affamer. En juin 1940, Karl Dönitz, commandant en chef des sous-marins de la Kriegsmarine, arrive à Lorient et décide d'y installer une gigantesque base sous-marine ainsi que son quartier général. Sa mission est de couper les routes maritimes dont la Grande-Bretagne dépend entièrement pour ses approvisionnements en pétrole, métal, bois et nourriture. C'est depuis cette coquette villa balnéaire, sous laquelle est creusé un réseau de bunkers, que Dönitz va diriger la bataille décisive dans l'Atlantique. L'augmentation progressive, ça commence très doucement, l'augmentation progressive du nombre de sous-marins disponibles sur le front, ce que les Allemands appelaient les Front-U-Boot,
va permettre de mettre en application une tactique à laquelle on peut dire que Dönitz a pensé dès qu'il a commencé en 1935 la formation de l'arme sous-marine, c'est la tactique de meute. Dönitz utilise une carte de l'Atlantique Nord divisée en cases numérotées. Chaque sous-marin établit un contact radio au moins une fois par jour pour signaler sa position et recevoir de nouvelles instructions. Dönitz peut ainsi déployer ses U-boats comme sur un échiquier. Dès que l'un d'eux repère un convoi, il signale sa position au PC central qui peut alors rassembler tous les sous-marins disponibles pour une attaque groupée. Le soir du 17 octobre 1940, un convoi de 35 navires chargés de métaux et de bois est repéré par le sous-marin U-48. Dönitz dirige vers lui 5 sous-marins qui attaquent simultanément et parviennent à couler 20 bâtiments en une seule nuit. C'est le premier succès majeur de la tactique de meute. Auparavant, les sous-marins attaquaient de façon isolée. Alors, ils pouvaient arriver à couler 2-3 bâtiments, hein, mais c'était vraiment un maximum. Tandis que 5 sous-marins, 20 bâtiments. Fin 1940, des centaines de navires ont déjà été coulés. Plus de 5 millions de tonnes ont disparu au fond de l'océan. Ce petit film de propagande témoigne des efforts des autorités militaires pour mettre en garde les marins contre le danger mortel des confidences. Surtout lorsque ces dernières tombent dans les mauvaises oreilles. Mais la propagande ne suffit pas. Les U-boats semblent bel et bien en voie de remporter la bataille de l'Atlantique. Pourtant, la tactique de meute a un défaut. Elle fait un usage intensif de la radio. Casser le code utilisé par les U-boats permettrait peut-être aux Alliés de renverser le rapport de force. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une Enigma, mais des Enigmas. Les communications allemandes fonctionnent par réseau. Il y en a un pour l'aviation de l'Ouest, un autre pour l'infanterie du front russe, encore un autre pour les sous-marins de l'Atlantique. Chaque réseau a ses propres clés, ses propres procédures, et parfois ses propres variantes de la machine Enigma. Celle qu'utilisent les U-boats, baptisée Dolphin à Bletchley Park, est particulièrement difficile à décrypter. À 2000 ou 3000 km des côtes, au milieu de l'Atlantique, on ne peut pas utiliser de liaison par câble. Donc, dès le début, la marine était tributaire de la radio. C'est un point très important. C'est pourquoi la marine a toujours cherché à obtenir les plus hauts standards de sécurité pour l'Enigma naval. Tout le monde à Bletchley Park semble considérer que l'Enigma naval est invulnérable. Alastair Denniston, le commandant en chef, a même fait cette déclaration surprenante. Vous savez, les Allemands n'ont pas l'intention de vous laisser lire leur message. Et je ne vois pas comment vous pourriez y arriver. Mais pour Turing, l'importance de casser le code de l'Enigma naval était claire. Et puis c'était un problème particulièrement intéressant pour lui, qui préférait travailler seul. Comme personne ne s'attaquait à l'Enigma naval, il s'est dit « Voilà un problème pour moi, je peux m'en occuper tout seul ». Autour du manoir, on a commencé à construire des baraquements, des huttes dans le jargon en usage à Bletchley Park. Turing s'installe donc dans la hutte 8, dédiée à l'Enigma naval. Il va y passer des jours et des nuits, en tête-à-tête, avec des piles de messages incompréhensibles. Nous sommes dans la hutte 8, dans le bureau de Turing. C'est lui qui était à la tête de cette hutte. Et c'est ici que la bataille de l'Atlantique a été gagnée. Caché dans ces chaînes de caractères, presque à portée de main, il sait qu'il y a des informations capitales qui permettraient de sauver des vies, de changer peut-être le cours de la guerre.
Les journées se suivent et se ressemblent. Les tentatives échouent toutes, systématiquement. Et puis voilà qu'arrive, enfin, une nuit pas comme les autres. Turing a plusieurs idées cette nuit-là, qui vont entrouvrir la porte de l'énigma navale. L'histoire n'a pas retenu cette date, pourtant c'est l'une des nuits les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Ça a vraiment été un coup double pour Turing. Il a compris les caractéristiques additionnelles de l'énigma navale, qui rendaient les messages si difficiles à déchiffrer, et la même nuit, il a inventé une méthode appelée bamburisme, qui a permis de déchiffrer le flot quotidien de messages codés. Si on superpose deux chaînes de caractères prises au hasard, la probabilité de tomber sur deux lettres identiques est, pour chaque lettre, de 1 sur 26. Par contre, dans un texte allemand, certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres, si bien que la probabilité est nettement supérieure, 1 sur 17. C'est sur cette base que Turing a inventé une méthode mathématique qui permet de synchroniser deux textes cryptés et donc de multiplier les possibilités de décodage. L'énigma navale ne semble plus hors de portée. Et pourtant, il manque encore un petit coup de pouce du destin. Au printemps 1941, une série de captures de navires allemands va permettre à Turing et à son équipe de compléter leurs connaissances. En juin, par exemple, un sous-marin allemand endommagé est obligé de faire surface. Le commandant a ordonné l'ordre d'évacuation, tout l'équipage et lui-même se sont jetés à la mer, mais le sous-marin, contre toute attente, n'a pas coulé. Les Anglais avaient mis tout de suite à l'eau une embarcation avec une équipe de prise qui a réussi à monter à bord et qui s'est emparé d'une énigma avec également les codes pour plusieurs mois. Les sous-marins en opération partaient avec 3 mois de codes, donc il y avait encore les codes pour plusieurs semaines. Grâce à ces données nouvelles et avec l'aide des bombes, la Hutte 8 va réussir à décrypter quotidiennement l'énigma navale, si bien que l'amirauté va connaître au jour le jour la position de tous les U-boats présents dans l'Atlantique Nord. Ces informations permettent aux convois alliés de se glisser entre les sous-marins. Pendant les 23 jours qui suivent le premier décryptage, aucun sous-marin allemand ne réussira à repérer le moindre convoi allié. Les calculs effectués après la guerre ont montré que 30% des convois, donc du tonnage transporté par ces convois, a échappé à la destruction grâce à ce décryptement. Alors, la bataille de l'Atlantique n'a pas été gagnée uniquement à cause de ça, bien évidemment, mais ça a été un élément déterminant dans la bataille. Progressivement, Bletchley Park passe de l'artisanat au stade industriel. Des dizaines de nouveaux bâtiments sont construits à la hâte pour abriter une armée de dactylos, d'archivistes et de traducteurs. C'est à ce moment-là que la guerre aborde un nouveau tournant. We interrupt this program to bring you a special news. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. Fin 1941, l'entrée des États-Unis dans la guerre va très rapidement poser le problème d'un débarquement sur les côtes européennes. La base avancée, c'est la Grande-Bretagne, et les États-Unis vont diriger vers la Grande-Bretagne un flot extrêmement important de matériel et de personnel qui vient s'ajouter au flot déjà de ravitaillement qui avait commencé au début de la guerre. Mais tandis que les troupes américaines s'accumulent sur les côtes anglaises, les cryptographes de Bletchley Park se trouvent soudain face à un nouveau défi. Les opérateurs britanniques qui interceptaient les messages allemands étaient habitués aux sonorités du Morse. Ils savaient que c'était Enigma. Mais un jour, en 1940, ils ont entendu dans leur casque une nouvelle musique complètement inconnue. C'était tout à fait différent du Morse.
C'était basé sur 2 fréquences qui produisaient une sorte de bruit strident et très rapide. Alors, il faut bien se rendre compte que la machine Enigma était une machine tout à fait classique. On aurait pu faire des Enigma dès 1900. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont entrepris de construire des machines à crypter beaucoup plus perfectionnées, beaucoup plus modernes, dont la plus connue a été construite par la société Standard Electric Lawrence et que les Anglais ont appelée Tuny. Tuny, c'est-à-dire thon. Contrairement à Dolphin et à Shark, les noms de code de l'énigma des U-boats, Tuny n'est pas basé sur le Morse, mais sur le code numérique qu'utilisent les téléscripteurs. Sans l'avoir jamais vu, les cryptologues de la section recherche ont réussi à découvrir la structure logique de la machine mystérieuse. Et ils vont bientôt être capables d'en construire une réplique. Mais comme pour Enigma, posséder la machine ne suffit pas à casser le code. Et on finit par appeler Turing à la rescousse. En quelques semaines, il trouve un moyen pour casser les messages Tuny. Et cette découverte va jouer presque aussitôt un rôle majeur sur le front russe. À l'été 1943, alors que l'armée allemande a été battue à Stalingrad, Hitler tente de reprendre l'initiative en déplaçant troupes et tanks vers la ville russe de Koursk. Cette attaque avait nécessité énormément de préparation et toutes les discussions entre Hitler et ses généraux passaient par Tuny. Si bien que Bletchley Park a pu lire tout ce qu'Hitler disait aux généraux du front russe et tout ce que ceux-ci lui répondaient. Il savait pratiquement tout des plans allemands pour la bataille de Koursk. Ces informations, transmises aussitôt à Moscou, permettent aux Russes de remporter l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire et d'entamer leur avancée victorieuse vers Berlin. Mais la quantité de messages Tuny interceptés augmente sans cesse. La méthode de Turing, qui repose sur l'intuition des cryptographes, est manuelle, donc trop lente. Là aussi, il faudrait une machine. Seulement, la technologie des bombes est dépassée. Il faut trouver autre chose. Et ce que trouve Turing cette fois-ci, c'est un ingénieur appelé Tommy Flowers. Flowers est spécialiste d'une technologie balbutiante basée sur des tubes à vide, l'électronique. Les appareils d'alors intègrent quelques tubes, ou au maximum quelques dizaines. Mais Flowers propose de construire une machine qui en contiendrait 2000. La plupart des ingénieurs étaient persuadés que les tubes à vide n'étaient pas assez fiables pour être utilisés en grand nombre. On pouvait en utiliser une vingtaine, mais l'idée d'en utiliser 2000 semblait délirante. C'est pour ça qu'on a dit non merci à Flowers. Mais comme c'était un homme déterminé et qu'il savait qu'il avait raison, il est retourné dans son laboratoire du nord de Londres et s'est mis sans rien dire à construire la machine entièrement électronique dont les cryptologues avaient besoin. La machine de Flowers est tellement démesurée qu'il l'a baptisée Colossus. Turing est enthousiasmé par ses performances. Ses rêves de machines intelligentes viennent de faire un grand pas vers le monde réel. Il est d'usage, quand on évoque ce sujet, de rassurer les auditeurs en affirmant que telle ou telle caractéristique humaine ne pourra jamais être imitée par une machine. On affirme par exemple qu'une machine ne saura jamais écrire, ou qu'elle ne sera jamais sensible au sex appeal, ou ne fumera jamais la pipe. Je ne peux pas vous offrir un tel réconfort, car je considère qu'aucune limite de ce genre ne peut être fixée. À partir de février 1944, Colossus décrypte systématiquement les communications qui s'échangent au plus haut niveau de l'état-major allemand. Infiltré au cœur de ces communications,
les Alliés vont pouvoir lancer la plus grande intox de la Seconde Guerre, la fameuse opération Fortitude. L'opération Fortitude a commencé bien avant le débarquement de juin 1944. Son but était de persuader les Allemands que le débarquement aurait lieu non pas en Normandie, mais bien plus à l'est. Grâce à l'interception des communications stratégiques allemandes, on a pu observer les progrès de cette opération de désinformation en temps réel, en régler très finement les détails et s'assurer que la supercherie fonctionnait, et fonctionnait même très bien. La suite est connue, racontée, filmée, photographiée de long en large, et a été remise en scène des dizaines de fois par le cinéma. À l'aube du 6 juin, Turing apprend la nouvelle en même temps que tous ses concitoyens. Le débarquement vient de commencer. Hitler n'a pas utilisé toutes ses forces en Normandie. Il a gardé 2 divisions de blindés en réserve dans l'attente du débarquement dans le Pas-de-Calais. Le commandement allié savait donc qu'il aurait un peu de répit en Normandie avant que la totalité des forces allemandes ne soit déployée. Et si elles avaient été là en Normandie dès le début, les choses auraient pu tourner très différemment. Pour Harry Hinsley, ancien de Bletchley Park, devenu historien spécialiste des codes, les opérations de décryptage ont permis de raccourcir considérablement la Seconde Guerre. Il a écrit à plusieurs reprises qu'il considérait que Bletchley Park avait raccourci la guerre de 2 ans. Je pense qu'il faut voir ça comme un calcul symbolique. Ça a été en tout cas une contribution très importante. Harry Hinsley a également déclaré que si la guerre n'avait pas pris fin en mai 1945, la première bombe atomique n'aurait pas été larguée sur le Japon, mais sur Berlin. Il n'y aura pas de bombe atomique larguée sur Berlin. Le 8 mai 1945, des foules en liesse fêtent partout en Europe la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Turing aurait sans doute mérité d'être acclamé aux côtés de la famille royale et d'être traité en héros national. Au lieu de cela, il va disparaître totalement de l'histoire officielle. À Bletchley Park aussi, on fête la victoire. Mais ni Turing, ni Tommy Flowers, ni aucun autre ne pourra revendiquer les formidables progrès qui y ont été réalisés. Le secret militaire reste à l'ordre du jour. Sur les ruines encore fumantes qui parsèment l'Europe, la guerre froide a déjà commencé. En battant en retraite à la fin de la guerre, l'armée allemande a abandonné des machines Tuny dans toute l'Europe. À mesure de leur avancée, les Russes les ont récupérées, modifiées et utilisées pour coder leurs propres messages. Si bien que les machines Tuny ont survécu à la défaite de l'Allemagne. Le langage des messages a changé, mais les machines ont continué à servir. Turing en sait trop, sur des sujets trop sensibles. Son individualisme et son homosexualité le mettent à part et inquiètent les autorités. Ce n'est pas en héros qu'il va être traité, mais en menace potentielle pour la sécurité nationale. En ce jour de mai 1945, il reste à Alan Turing moins de 10 ans à vivre. En 1945, il dessine les plans de ce qui aurait pu être le premier ordinateur moderne. Si seulement ses employeurs du National Physical Laboratory lui en avaient donné les moyens. 1948, il anticipe de plusieurs décennies le développement de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux. Un travail que son directeur d'alors qualifie de dissertation de collégien. 1950, il écrit quelques-uns des tout premiers programmes informatiques, et entre autres le premier programme d'échecs. Une perte de temps, selon quelques collègues bien intentionnés. Et puis, à force de courir, Turing est devenu un marathonien d'un excellent niveau, au point qu'il rate de peu la sélection pour les premiers Jeux olympiques de l'après-guerre. C'est dans cette maison, près de Manchester,
que Turing va passer ses dernières années. C'est ici qu'un beau jour, il invite un jeune homme avec lequel il a une aventure. Une aventure qui se termine au tribunal. En mars 1952, Alan Mathison Turing est condamné pour outrage aux mœurs. Il n'échappe à la prison qu'en acceptant une castration chimique, un traitement à base d'hormones féminines destiné à réduire sa libido. Son sens de l'humour, en tout cas, est intact, comme le montre le récit qu'il fait à un ami de ses mésaventures. La moitié de la police du nord de l'Angleterre s'est mobilisée pour découvrir l'un de mes petits amis supposés. Mais les pauvres chéris n'ont découvert que la plus grande vertu et la plus grande chasteté. Étant en probation, ma vertu est immense, et pour une bonne raison, il suffit que je gare mon vélo du mauvais côté de la rue pour passer les 12 prochaines années en prison. Mais l'humour et l'usage du second degré ont leurs limites. Alan découvre que le traitement hormonal fait changer son corps. Il grossit. Malgré tous ses efforts, il n'est pas un pur esprit. Dès le début de ses ennuis judiciaires, il avait pressenti qu'il ne sortirait pas indemne de l'aventure. Je suis pour le moment dans un état où je n'arrive pas à me concentrer correctement. Sans doute que c'est un homme différent qui va émerger de tout ça, mais lequel? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Le 8 juin 1954, on le retrouve mort dans la chambre de sa maison de Manchester. Son corps contient du cyanure et une pomme à demi mangée repose sur sa table de nuit. L'enquête conclut au suicide. C'est le point de départ d'une légende. La pomme de Turing rejoint celle de Newton et de Blanche-Neige au panthéon des pommes superstars. Et une légende tenace voudrait que le logo d'Apple soit un hommage crypté à l'inventeur de l'ordinateur. On lit partout que Turing s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée au cyanure. C'est un mythe des temps modernes. Il n'y a pas vraiment de preuves. Peut-être qu'il s'est suicidé, mais peut-être que non. Je doute qu'on sache un jour la vérité. En 2013, la reine a accordé officiellement à Alan Turing son pardon royal. On ignore ce que le principal intéressé aurait pensé de cette tardive réhabilitation. Son corps a été incinéré le 12 juin 1954. Quant à son esprit, à ce jour, on est sans nouvelles. Et le lien qui relie pensée et matière est encore largement un mystère.